Et salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie d'ouverture de display complet Dominaria. Donc je vous invite à aller voir la partie précédente qui était la première pour avoir un peu des infos sur les communes, les Unco, tout ça, parce que là on va aller un peu plus vite. Moi j'ai bien envie d'ouvrir ce display complètement, donc pas forcément en une fois mais peut-être en deux fois. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de ne plus trop s'attarder sur les communes, on va plutôt regarder les Unco qu'on n'a pas encore vus et les rares. Allez, c'est parti. On va pouvoir reprendre. Allez, c'est parti. Donc comme je le disais, on va plutôt ne pas trop regarder les communes. Voilà, on a déjà vu la plupart de toute façon. Et on va aller voir directement les Unco. Elfe de Lianovar, qui est très très bien. Alors, manipulateur glacial, donc ça c'est une très très bonne réédition en soi, puisque c'est un artefact que vous allez pouvoir poser pour 4, et ensuite, pour seulement un générique et vous l'engagez, vous pouvez engager l'artefact ou la créature ciblée, ou même le terrain ciblé. Donc potentiellement, si vous avez une grosse menace en face, vous pouvez, grâce à ça, l'engager à chaque tour pour seulement un seul mana, et ça peut être très fort, vous allez pouvoir bloquer quelque chose de manière indéfinie, et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Ensuite, poids de la mémoire, un rituel qui va vous coûter 5. Vous piochez 3 cartes, le joueur ciblé met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, donc quand même, ça peut être pas mal. Pour des jeux bleus, si vous jouez un peu avec la meule, ça peut être cool. Là, on voit sur l'illustration, si vous n'avez pas reconnu, donc les 3 mascottes de l'extension, c'est-à-dire Karn, Teferi et Joria, qu'on n'a pas encore pioché d'ailleurs dans cette boîte, mais ce serait plutôt cool. On a en troisième Unco du coup la créature légendaire, comme à chaque fois, et ce sera Yargul, le glouton d'Urborg, donc cet énorme crapaud qui est une 9-3, voilà, et qui n'a rien de plus que ça en fait, voilà. Mais ça fait quand même une grosse bête, 9-3 pour 5, ça peut faire des choses si on lui redonne, je ne sais pas moi, le piétinement, le vol ou des effets similaires. Ensuite, au niveau de la rare, on aura le droit à l'offrande abjecte de Yogg-Saibul, qu'on n'avait pas vu dans ce display. Donc en gros, c'est un rituel légendaire, donc si vous voulez le jouer, il faut absolument que vous ayez sur la table une créature légendaire ou un Planeswalker, autrement vous ne pouvez pas le jouer. Petite précision de règle, si jamais vous lancez le rituel, mais qu'en réponse, pendant qu'il est sur la pile, on vous détruit votre unique créature légendaire, ça ne va pas invalider le sort va bien se résoudre. C'est juste au moment de le lancer qu'il y a la vérification. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça va tout simplement vous permettre de mettre sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature ou planeswalker ciblée depuis un cimetière, pas forcément le vôtre, et ensuite de détruire jusqu'à une créature ou un planeswalker ciblé, et après il faut exiler ce rituel pour ne pas pouvoir le réutiliser, donc c'est plutôt fort pour 5. Alors petite précision là sur l'image, on voit notre pote Gérard qui est en train d'offrir à Yogg-Saibul la tête d'Urza, c'est complètement creepy, et en fait dans le but que Yogg-Saibul, donc le maître des Phyrexians en soi, ressuscite cette petite madame qu'on voit au centre de l'illustration qui n'est autre que la sœur de Gérard. Donc logiquement je me suis pas trompé sur les personnages, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est plutôt une carte assez forte au niveau de l'histoire de Dominaria, et donc ça explique pourquoi on va pouvoir ressusciter une créature et en détruire une en fait. Voilà, c'est un peu l'idée, voilà. Donc une rare tout à fait correcte à mon sens, qu'on va se mettre de côté, voilà, et rien de plus dans ce booster. Et on enchaîne. On enchaîne avec quoi ? Avec des communes bien sûr, qu'on va passer comme d'habitude. Prospecteur Skirky en très bonne réédition gobelin qui vous permet de gagner du mana en sacrifiant des gobelins, donc des jetons si possible. La nichée de rat qu'on n'avait pas forcément vu non plus, qui gagne +1/+0 pour chaque autre rat que vous contrôlez, et on vous dit qu'on peut avoir autant de fois de cette carte là dans son deck qu'on veut. Voilà, donc vous pouvez très bien jouer un deck avec 40 fois cette carte là et ne jouer que ça, et ça peut être un peu débile, mais pourquoi pas, vous êtes autorisé à le faire. Tout simplement, et voilà, les Unco, les voilà, donc riposte de sorcier pour 3, vous allez pouvoir contrecarrer un sort ciblé, et ça va coûter 1 de moins à lancer si vous contrôlez un sorcier. Donc en gros, c'est un contre-sort pour 3, mais si vous avez le sorcier, ça devient comme counterspell, c'est un contre-sort pour 2 bleus, ce qui est plutôt fort, donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, l'élémental d'épine, qui est aussi une énorme réédition, qui nous vient de la 7ème édition de base, il me semble. C'est une 7-7 pour 7, voilà, d'où 7ème édition, peut-être qu'il y a un lien caché. Et vous pouvez faire en sorte que l'élémental d'épine attribue ses blessures de combat comme s'il n'était pas bloqué. En gros, vous attaquez avec, il est bloqué, vous pouvez dire bah non, moi ces blessures, je vais les mettre à toi,
donc à l'adversaire et pas à la créature qui le bloque. Donc c'est un peu chiant en fait pour l'adversaire si elle attaque et qu'elle n'est pas gérée. Potentiellement votre adversaire va prendre 7 quoi qu'il arrive. Donc ça peut être assez embêtant pour lui. Voilà. Ensuite, on aura le droit pour la créature légendaire à Kwende, la fierté de Femeref. Voilà, donc tout simplement pour 4, une 2-2 double initiative qui va dire que toutes vos créatures qui auraient l'initiative, à la place, elles vont avoir la double initiative. Donc c'est plutôt fort si vous avez plein de petites bêtes initiatives. Et ensuite, pour la rare, on aura le droit à la lame noire reforgée. Donc ça, c'est un équipement que j'aime beaucoup personnellement. Ça va coûter 2 à jouer. Si vous l'équipez sur une créature classique, ça va coûter 7, mais si vous l'équipez sur une créature légendaire, ça va coûter que 3. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et ça dit que la créature équipée va gagner +1/+1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc potentiellement, ça peut très très vite être beaucoup, en fait, beaucoup de puissance ajoutée. L'artefact est légendaire, cela dit, vous ne pouvez pas l'avoir en 2 exemplaires sur le terrain. Mais voilà, ça fait quand même des choses plutôt intéressantes. Ensuite, on aura quoi ? On n'aura pas grand chose, on aura une plaine et un chevalier. Et on enchaîne. On enchaîne. Hop, je passe rapidement encore une fois. Je regarde s'il n'y a pas un truc vraiment intéressant. Voilà, non, on va passer aux Zonko directement avec Scellé, un enchantement avec le flash. Quand ça arrive en jeu pour seulement 2, vous pouvez exiler une créature engagée, ciblée qu'un adversaire contrôle, donc c'est assez spécifique, mais elle va être exilée tant que cette carte-là reste sur le champ de bataille. L'illustration est vraiment plutôt jolie, je trouve, donc c'est plutôt cool. Après à voir, voilà, c'était très fort en limité, est-ce que ce sera joué en standard, je ne sais pas. On enchaîne avec ça qu'on a déjà vu, avec Murmure, liturgiste de sang. Donc c'est un humain éclair légendaire. Pour 4, vous avez une 2-2, et vous pouvez l'engager, sacrifier 2 créatures, et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Donc il va ressusciter vos bêtes importantes, mais en sacrifiant 2 bêtes. Donc dans un jeu avec des jetons, par exemple, avec des saprobiontes au hasard, ça peut être intéressant. Au niveau de la rare, on aura le droit à... ou plutôt au portail temporel Stran. Donc qu'est-ce que ça fait ? C'est un artefact légendaire, encore une fois, vous ne pouvez pas l'avoir 2 fois sur la table. Ça coûte 4, et il a une capacité pour 4, vous l'engagez. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent historique de votre main. Donc ça ressemble pas mal à un talisman qu'on avait, je sais plus dans quelle extension, qui nous permettait de mettre une créature de notre main pour 4. Mais là c'est pas une créature, c'est un permanent historique. Donc ça peut être n'importe quoi qui est légendaire, ou n'importe quel artefact en fait, donc ça peut vraiment être intéressant. Donc moi je pense que je vais l'inclure dans peut-être dans un ODH très particulier, donc je verrai bien. Voilà, donc ça me paraît plutôt cool. On enchaîne avec un marais et une foil, donc si je ne m'abuse, c'est la première foil de ce display, et ce sera la riposte de sorcier, donc le fameux contre-sort, donc c'est plutôt cool, et je suis en train de me dire que les rares, je pourrais carrément les laisser là, plutôt que de les cacher, voilà, avec les mythiques qu'on avait ouverts dans la partie précédente qui sont juste là, et on va du coup, enchaîner. Voilà. On va enchaîner avec encore une fois pas mal de petites communes. Voilà, congélation, et on va continuer avec les Unco. Nous aurons donc bouclier du royaume. Voilà, donc ça c'est un équipement qui s'équipe pour 1 et qui coûte 2 à poser, et quand la créature est équipée, on prévient 2 des blessures qui devraient lui être infligées à chaque fois. Donc très franchement, je ne sais pas ce que ça vaut. Je me demande s'il y a vraiment une utilité à cette carte-là, mais pourquoi pas, ça peut vous aider à protéger une de vos créatures. Pourquoi pas. Ensuite, excavatrice appliquée, un humain et artificier. Pour 2, vous avez une 1-3, et à chaque fois que vous lancez un sort historique, le joueur ciblé va mettre les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc je suis en train de me dire que dans certains jeux, donc pas du tout standard, mais il y aura peut-être des combos infinis, parce qu'on peut s'arranger avec des artefacts gratuits pour les récupérer et les remettre de manière infinie sur la table. Donc il y a peut-être des combos un peu débiles comme ça qui doivent exister pour pouvoir meuler votre adversaire instantanément. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire avec cette carte, en tout cas c'est plutôt fun. En rare, on aura le droit à Rona, disciple de Jix. Donc pour 3, c'est une 2-2, quand elle arrive en jeu, vous pouvez exiler une carte historique ciblée depuis votre cimetière, très bien, et elle nous dit qu'on peut lancer des cartes non-terrain exilées par Rona, très bien. Donc en gros, la carte que vous avez exilée de votre cimetière, vous avez le droit de la lancer depuis l'exil, tant qu'elle est sur la table. Et vous pouvez payer 4, l'engager et exiler la carte du dessus de votre bibliothèque, donc ça vous fait une espèce de pioche améliorée, voilà, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la carte la plus folle de l'extension, mais pourquoi pas. En rare, on aura le droit à l'ombre d'effroi,
qui n'est autre en fait que l'une des 5 cartes qu'ils ont éditées avec justement 3 symboles de mana identiques dans le coup. Voilà, il y en a une de chaque couleur et là c'est la noire qui est en fait tout simplement une créature ombre 3/3 et qui nous dit qu'on peut payer un noir pour qu'elle gagne et bien +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc dans un jeu mono noir ça peut faire une grosse bête qui attaque. Après c'est pas forcément la carte la plus violente de ce type là. On a des cartes qui coûtent moins cher, qui ont des effets très similaires dans d'autres extensions bien entendu, mais voilà, donc je ne sais pas du tout si elle sera jouée encore une fois dans un archétype mono noir peut-être, et encore à voir. On va se mettre ça de côté, on a notre deuxième foil, attention, nous aurons droit à un marais, voilà, un marais qui est plutôt joli en soi, donc on va pas se plaindre, mais ce sera un marais. Donc on n'a pas encore pioché notre rare foil de la boîte, mais ça ne saurait tarder. On enchaîne. Du coup, allez encore une fois, là je passe vraiment très rapidement, hop, ce n'est pas ça qui nous intéresse, celle-ci est très drôle, elle donne +1/+1 vol pour un bleu, donc c'est plutôt cool. Voilà, je passe, et je passe plus. Donc la sphère d'amortissement qui à mon sens est une excellente unco, je trouve ça vraiment cool, il y a pas mal de jeux qui pourraient l'inclure. Donc en gros tout simplement ça va coûter 2, si un terrain est engagé pour au moins 2 mana, à la place il va produire un mana incolore, et c'est tout, voilà, donc c'est un peu punitif. Donc tous les terrains qui s'engagent, les terrains de Ravnica notamment, qui mettent 2 mana, tant que ça c'est en jeu, ils vont mettre que un incolore, et plus du tout 2 mana colorés. Voilà, tous les terrains style, j'en sais rien moi, tous les terrains d'Ixalan qui peuvent fournir beaucoup de mana, grâce à ça, non, en fait ils vont plus fournir beaucoup de mana. Et ça a un autre effet, chaque sort lancé par un joueur coûte 1 de plus à lancer pour chaque autre sort qu'il a lancé ce tour-ci. Donc ça va vraiment obliger vos adversaires, et même vous aussi, c'est un effet qui va toucher tout le monde, mais ça va obliger vos adversaires en général à ne jouer qu'un seul sort par tour, ou en tout cas à éviter de jouer plein de sorts dans le même tour. Donc ça peut vraiment être embêtant pour eux, donc une carte que je trouve très très cool. On enchaîne avec le garde du corps intrépide qui est plutôt cool, c'est une 2/1 pour 1, ce qui est plutôt fort déjà. Quand il arrive en jeu, vous choisissez une autre créature que vous contrôlez, et tant que les deux seront en jeu, vous pourrez à tout moment le sacrifier, le garde du corps du coup, pour rendre indestructible temporairement l'autre créature que vous avez choisie. Donc c'est très raccord avec le côté garde du corps, donc c'est plutôt sympa je trouve. Ensuite on retombe sur Rona, et en rare on aura le droit à la chute de l'Empire Strahd. Donc ça c'est une carte plutôt violente en soi, puisque pour 6 vous la jouez, vous détruisez tous les terrains, et ensuite pendant 2 tours consécutifs, chaque joueur va renvoyer sur le champ de bataille 2 cartes de terrain depuis son cimetière. Voilà, donc voilà. Donc je pense que c'est une carte qu'il faut jouer clairement quand vous avez énormément de choses sur la table et votre adversaire un peu moins, vous jouez ça, donc pour détruire tous les terrains, et comme ça votre adversaire va avoir beaucoup de mal à jouer des choses du coup pour vous contrer ce que vous avez déjà sur la table. Donc ça peut faire des choses comme cela, voilà. Après je sais pas si c'est, une emblème de Jaya. Un emblème, pardon. Donc je ne sais pas si c'est la carte la plus puissante après en termes de destruction massive de terrain, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de carte à disposition. On va enchaîner du coup avec l'Omaride, le Chevalier, voilà, une petite carte de gestion, et on a Bénédiction selon Gaïa qui est une réédition encore une fois, pour 2, le joueur ciblé va mélanger jusqu'à 3 cartes ciblées de son cimetière dans sa bibliothèque et on pioche une carte, voilà, donc on récupère un peu ce qu'il y a dans le cimetière, mais si cette carte là elle est envoyée au cimetière depuis votre bibliothèque, donc si elle est meulée en fait, vous allez pouvoir mélanger votre cimetière à votre bibliothèque. En gros c'est une carte anti-meule. Voilà, si vous avez ça dans votre deck, votre adversaire va avoir énormément de mal à vous meuler, c'est-à-dire à vous battre en épuisant votre bibliothèque de ces cartes. Donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec l'expert point de feu, c'est une 3/3 pour 5, et quand il arrive sur le champ de bataille, il va infliger X blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, X étant le nombre de sorciers que vous contrôlez. Donc en gros, si vous jouez un peu sorcier, pourquoi pas inclure cette carte-là. Après, elle coûte 5, c'est peut-être un peu cher pour ce que ça fait. Ensuite, Raph, Capachen, mage de navire légendaire. Pour 4, on a une 3/3 flash vol qui dit qu'on peut lancer tous nos sorts historiques comme s'ils avaient le flash. C'est un effet plutôt puissant, donc moi je trouve que c'est une très bonne petite unco. En rare, on aura le droit, attention, à l'éveil sylvestre, dont on avait déjà parlé d'ailleurs, qui va temporairement, donc c'est jusqu'à votre prochain tour, attention vu que c'est un rituel, va transformer tous nos terrains que l'on contrôle en créature 2/2 élémentale portée indestructible célérité, tout bêtement. Donc voilà, on va avoir quelques créatures supplémentaires pendant notre tour et le tour de notre adversaire, donc ça peut nous aider à faire un gros assaut sur notre adversaire, ou bien justement à temporiser en pouvant bloquer toutes les créatures adverses pendant un tour, donc ça peut nous faire gagner un tour comme ça. Pourquoi pas, donc c'est plutôt sympa. Et on n'aura rien de plus dans ce booster, et donc on va tout naturellement enchaîner avec le suivant. Allez, c'est parti. Donc on passe plus rapidement encore une fois, hop,
le Sphinx qui fait un regard 2, on a le vide Zalfirin, donc d'autres Zalfir dont on a déjà parlé. Donc on va passer. L'Ange de Serra, bah ça vous le connaissez, un réédition. Nouvelle illustration pour le coup, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelle illustration. Enfin, même jamais, il y a peut-être eu déjà une ou deux illustrations, je ne sais pas. Donc pour 5, une 4-4 vol vigilance, tout bêtement, autant vous dire qu'en limité c'était assez violent. Donc je suis en train de me dire que c'est aussi un ange, donc avec l'ange qui booste les anges, ça peut aussi marcher avec l'Ange de Serra, donc pourquoi pas. Dans ma tête il y avait que 3 anges dans l'extension, maintenant il y a au moins 4 anges du coup. Donc c'est plutôt cool, Ange de Serra. L'expert on a déjà vu, et en rare on aura le droit, eh bien pas à une rare mais à une mythique, et ce sera la 3e mythique de ce display, et c'est Joria, capitaine de l'Aquilon, donc l'Aquilon, ce vaisseau légendaire que vous avez déjà vu a priori. Eh bien c'est la nouvelle version de Joria, qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est une créature humain et artificier naturellement légendaire, qui coûte 4 à jouer, c'est une 3-3. Et elle a un simple effet, à chaque fois que vous lancez un sort historique, vous piochez une carte. Donc voilà, ça peut être vraiment très très fort dans la mesure où, dans un deck Commander par exemple, vous pouvez très bien jouer énormément de petits artefacts qui sont tous historiques pour le coup, et qui coûtent très peu de mana, donc chaque artefact que vous jouez va pouvoir vous permettre de piocher une carte. Ça peut être vraiment très très fort. J'ai très envie d'essayer de monter un deck avec, donc à voir, donc je suis plutôt content de l'avoir pioché. Voilà, donc Joria, capitaine de l'Aquilon, mythique, ça fait plutôt plaisir. Et on va enchaîner avec le booster suivant que voici. J'aimerais bien quand même dans cette boîte piocher au moins un Planeswalker, ça serait plutôt cool. On a déjà 3 mythiques, on va en piocher encore au moins une ou deux. Donc avoir au moins un Planeswalker, ça pourrait être cool, quand même. Après voilà, si on n'en a pas, c'est pas non plus ultra grave. On enchaîne du coup avec les Unco, donc l'Aruspis Talidé, voilà, 2-3 pour 4, pour vous payer 2, vous sacrifiez une créature, vous piochez une carte. Et si vous sacrifiez un Saprobionte, voilà, dans un deck Sapro, ça peut vraiment être fort, puisque vous avez d'autres cartes qui ont des effets quand un Saprobionte meurt, etc., etc. Ça peut être fort. Poids de la mémoire, on a déjà vu, en créature légendaire, on tombera sur Urgoro, celui qui évite qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc pour 6, une 4-3 vol, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, c'est un peu l'effet qu'ont tous les spectres en gros, et bien ce joueur se défausse d'une carte au hasard depuis sa main, et s'il ne peut pas le faire, et bien c'est vous qui piochez une carte, donc ça fait plutôt des choses intéressantes. On aura droit en rare au champ de Prescience pour 4, un enchantement. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte d'éphémère ou de rituel, donc c'est un peu une carte qui va étendre votre main, plus ou moins. Et pour 3, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque si elle ne vous plaît pas. Donc ça va générer ce qu'on appelle du CA ou du Card Advantage. Pas du Card Advantage, mais du Quality Advantage, puisque vous allez pouvoir contrôler votre prochaine pioche en fait, et même la carte du dessus de votre bibliothèque que vous pouvez éventuellement jouer avec ça. Donc si vous avez besoin de récupérer rapidement une carte très spécifique, en payant 3 mana plusieurs fois de suite, vous pouvez optimiser votre pioche, ce qui est plutôt puissant. Voilà, donc les jeux bleus seront très contents d'avoir ça sur la table, à mon avis. Il Saprobionte. On continue avec le booster suivant. On va pas s'arrêter sur une si bonne lancée. Hop, je passe encore une fois rapidement les petites communes. Voilà, l'éclat de Lithoforce qu'on n'avait pas vu il me semble. Donc tout simplement pour 3, vous avez un artefact qui vous donne un mana incolore pour chaque artefact que vous contrôlez qui s'appelle éclat de Lithoforce. Donc si vous en avez 4 dans votre deck, si vous avez même ces fameux artefacts ou enchantements qui permettent de dupliquer les artefacts, ça peut être très très vite, très très puissant en termes de mana généré, tout bêtement. Voilà, on arrive aux Unco, donc règlement de compte qu'on a déjà vu, donc je passe rapidement. Vandal Orc pour 2, une 1-1 qui nous dit qu'on peut sacrifier à tout moment un artefact en l'engageant pour qu'il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, ce qui peut être plutôt fort, je suis en train de me dire. Voilà, Vandal Orc. Ensuite, Tetsuko qu'on a déjà vu, donc 1-3, il coûte 2, les créatures que vous contrôlez qui ont une force ou une endurance inférieure ou égale à 1 ne peuvent pas être bloquées. Donc en gros, toutes vos 1-3, ou même si vous avez une 7-1 par exemple, votre 7-1 est imbloquable, donc ça peut faire des choses intéressantes. En rare, on aura le droit à la force verdoyante qui est aussi une très grosse réédition qu'on connaît depuis très longtemps. Elle coûte 8, c'est une 7-7 au début de votre entretien, vous allez pouvoir créer un jeton 1-1 vert Saprobionte. Donc ça c'est cool parce que ça rentre dans les archétypes plutôt rampe, ça rentre aussi dans les archétypes Saprobionte bien évidemment. On enchaîne du coup avec une montagne et pas de foil dans ce booster, et donc on va aller au booster suivant naturellement. Allez, force verdoyante, c'est plutôt bien. Je suis en train de me dire que je l'ai pas du tout mise sur la bonne pile de cartes. On va la mettre ici quand même.
puisque la nouvelle illustration est quand même plutôt jolie, plaisante au regard, je dirais même. On enchaîne avec tout ça, voilà, je passe vite, hein, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas, voulez, peu importe. Escroc Ondin, pour 2, de 2 flash. Donc un Ondin de 2 flash en général c'est plutôt cool. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous allez pouvoir engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et elle perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour. Donc si vous avez une créature embêtante qui est indestructible ou je ne sais quoi, et bien grâce à ça vous pouvez temporairement la rendre mortelle en quelque sorte. Donc ça peut être intéressant. Très bon unco. Le garde du corps, on l'a déjà vu aussi. Tetsuko aussi. En rare, on aura le droit à la 4e mythique de cette boîte et c'est Darigaz réincarné. Donc, une nouvelle version de Darigaz. On avait déjà un Darigaz, mais a priori, il devait être mort, hein, puisque là, il est réincarné. Donc, je vous l'ai déjà présenté dans les decks d'avant-première. Il coûte 7, dont un noir, un rouge, un vert, c'est une 7-7 vol, piétinement, célérité, et si jamais il devait mourir, et ben à la place il ne meurt pas, il est exilé avec 3 marqueurs œufs sur lui. Au début de votre entretien, et bien vous retirez un marqueur œuf, tout simplement, et s'il n'en a pas, vous le renvoyez sur le champ de bataille. C'est une sorte de suspension, sauf qu'ils l'ont pas appelé suspension. Tout bêtement, mais voilà, ça fait qu'il est très difficile à gérer, sauf si on le congèle ou qu'on lui fait perdre justement toutes ses capacités grâce à l'escroc Ondin et qu'on le tue juste derrière, et bien son effet ne va pas se déclencher. Donc voilà, tout bêtement, Darigaz, 4e mythique de ce pack. Alors, moi j'en ai déjà un des Darigaz, j'aurais préféré potentiellement piocher autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc on va enchaîner avec le booster suivant. On n'a pas encore pioché notre rare ou mythique foil de la boîte, donc on peut encore tomber sur un truc intéressant. On a encore, allez, vu le nombre de boosters qui restent, je pense qu'on peut encore se permettre de tomber sur une mythique. Donc potentiellement un Planeswalker, ça ferait plutôt plaisir, je vous avouerai. Allez, on enchaîne avec premier unco, ce sera le champ de Freyalis. Je suis ultra fan de Freyalis et donc de l'illustration aussi, qui est plutôt bien faite je trouve. C'est donc une saga, donc ces 2 premiers effets qui vont se déclencher donc au moment où on la joue et au tour suivant, ça dit que toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour, jusqu'à votre prochain tour, donc également pendant le tour de votre adversaire, vont pouvoir tout bêtement s'engager pour fournir n'importe quel mana. Voilà, donc c'est un peu l'effet oiseau de paradis en quelque sorte. Et le 3e effet, ça va être mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez et ces créatures acquièrent vigilance, piétinement indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc autant dire que si vous avez beaucoup de jetons, ça peut être très fort, même des grosses créatures, ça peut être très fort. Donc unco que je trouve pour seulement 2, très intéressante. La chevalière, on l'a déjà vu. Le familier de Joria, donc pour 4, une 2 de vol. Et tant qu'elle est en jeu, vos sorts historiques coûtent 1 de moins à lancer, ça peut être très fort. Donc elle coûte 4, logiquement, mais ça peut être vraiment puissant comme carte. En rare, on aura le droit, comme rare, Evra, témoin d'Alcyon, qu'on n'a pas vu, je crois, donc pour 6, une 4-4 lien de vie, qui peut pour 4 échanger votre total de points de vie avec sa force. Ça fait un peu l'effet qu'on avait vu dans les arbres de la rédemption, etc., qu'on avait vu en Innistrad, mais c'était avec l'endurance, là c'est plutôt avec sa force. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que potentiellement vous échangez sa vie avec avec sa force. Donc admettons vous aviez 20 PV, elle devient 20 en force, elle attaque, ou même elle bloque, peu importe, elle a le lien de vie, vous regagnez 20 PV juste derrière, et ça peut comme ça escalader. Donc pourquoi pas, ça peut être très puissant, mais c'est un peu risqué, puisque vous perdez beaucoup de points de vie d'un coup, puisque vous allez tomber a priori à 4 au moment où vous déclenchez cet effet. Moi je vous propose de faire encore un booster, et peut-être de finir bien tout le reste dans la 3e et a priori dernière partie. Allez, c'est parti. Dernier booster de cette partie, on aura peut-être une foil, j'ai cru voir un truc briller, pourquoi pas. Donc spirale de la nature, pour 2 vous renvoyez un permanent ciblé depuis votre cimetière dans votre main, pas une carte de permanent, pourquoi pas, ça récupère un truc. Ensuite, combat par le feu, pour 3, vous pouvez le kicker pour 6 de plus, donc ça va infliger 5 blessures à une créature ciblée, mais si ça a été kické, c'est 10 blessures, réparties comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles. D'accord, donc c'est plutôt fort. Donc potentiellement ça peut être 10 blessures à l'adversaire ou 10 blessures réparties sur plusieurs créatures, donc ça peut être très fort, donc voilà, un sort plutôt cool. Ensuite on aura une nouvelle saga, donc saga noire qui coûte 4 et qui va nous dire que les 2 premiers effets ça va être de faire perdre 2 blessures à chaque adversaire et vous perdez 2 points de vie, donc c'est très fort en multijoueur encore une fois. Et par contre le 3e effet est très spécial, puisque vous allez créer un jeton de créature XX, noir, cauchemar et horreur, où X est la moitié de vos points de vie arrondis au supérieur, et par contre il va vous infliger X blessures. Donc en gros si vous aviez 20 points de vie, vous créez une 10-10,
et vous prenez 10 blessures dans la tronche juste derrière. Donc c'est un peu dangereux, mais ça vous fait une grosse créature, mais vous avez gagné des PV un peu avant, donc voilà, ça compense. Donc pourquoi pas, Tourment de Chêne, Unco. En rare, on aura le droit à ce vampire qu'on avait déjà pioché en tout début de display, donc je ne reviens pas dessus. Et on a effectivement une foil, attention pour ce dernier booster de cette deuxième partie, on aura le droit à une commune et ce sera la volonté inflexible, donc pas encore la rare. Voilà, la créature ciblée égale +2/+2, indestructible jusqu'à la fin du tour, ça fait des choses. Troisième foil. Moi sur ce, comme je vous l'avais dit, je vais m'arrêter là, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui va apparaître dès demain dans votre fil d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours utile justement pour ces vidéos en plusieurs parties. On se retrouve donc dès demain pour la suite et normalement la fin de ce display. On a encore au moins une mythique à piocher, une rare ou mythique foil, tout est encore possible. Allez, moi je vous dis à demain.